Salut à tous. Nous sommes le samedi 14 février 2026 et notre cher ami, notre frère, est avec nous. Bienvenue. C'est vraiment agréable d'être ici. Vraiment, extrêmement agréable. Permettez-moi de commencer, car beaucoup de personnes dans notre public s'inquiètent d'une nouvelle guerre en Asie de l'Ouest entre les États-Unis et l'Iran, ce qui, comme nous le savons, impliquerait également Israël. À mon avis, ce serait dévastateur pour toutes les parties concernées. Lorsque nous observons la situation actuelle, les États-Unis acheminent beaucoup d'armes dans la région. Les Iraniens, ce n'est pas comme la guerre de 12 jours, sont préparés. Ils savent qu'une attaque se prépare. Les Israéliens sont préparés. Les Américains sont préparés. Les Iraniens sont préparés. Comment percevez-vous la situation actuelle? Et comment voyez-vous une confrontation entre les deux camps? Eh bien, sur le plan politique, je dois admettre que je suis un peu déconcerté par toute cette affaire. Je veux dire, il est clair que le dirigeant d'Israël, Netanyahou, est déterminé à attaquer l'Iran et à priver ce pays de sa capacité militaire. Je devrais souligner que l'Iran n'a pas lancé d'attaque contre Israël, sauf en représailles à des attaques menées par Israël contre l'Iran. La rhétorique en Occident n'est malheureusement pas très éclairée, mais en gros, la situation est principalement alimentée par Israël et aussi par les États-Unis. Il semble, je ne peux pas en être certain, car je ne me considère pas comme un observateur politique particulièrement averti, que les choses ne se soient pas bien passées entre Netanyahou et Trump lors de la toute récente rencontre qui vient de s'achever. Il est clair que Netanyahou voulait que les Américains s'opposent à nouveau à l'Iran. Cela pourrait bien se produire, compte tenu de tous les systèmes d'armes qui sont en train d'être déployés. Mais il semble que Trump, du moins, n'ait pas indiqué à Netanyahou qu'il allait simplement passer à l'action, ce qui, encore une fois, ne signifie pas nécessairement qu'il ne le fera pas, car cet homme est tellement imprévisible. Le véritable problème, c'est que les Israéliens ont commis ce que je considère comme une erreur stratégique extraordinaire. Je vais en parler un peu pour que votre public comprenne ce que je veux dire. Cette erreur a essentiellement placé les Iraniens dans une position où ils sont justifiés d'attaquer des villes israéliennes. Avant la situation la plus récente, les Iraniens prenaient grand soin de concentrer leurs attaques sur les installations militaires israéliennes. Mais la plus récente attaque des Israéliens était essentiellement une tentative, je ne sais pas pourquoi ils ont cru qu'ils pouvaient y parvenir, mais une tentative de provoquer un effondrement. Cette attaque a impliqué un grand nombre de frappes sur des installations urbaines. Ce que cela a entraîné, c'est que cela a rendu justifiable, et c'est justifiable, aussi triste que cela soit, en termes de représailles, que les Iraniens se concentrent sur les villes israéliennes. Or, les Israéliens ont plusieurs grandes villes, mais seulement quelques-unes. C'est un petit pays. Et comme je le montrerai avec certaines de mes diapositives de présentation, à mesure que la capacité de l'Iran en matière de missiles balistiques augmente, et elle va augmenter, et j'expliquerai ce que j'entends par là dans un instant, il deviendra de plus en plus possible pour l'Iran de provoquer des perturbations catastrophiques dans les zones urbaines israéliennes. Je veux dire catastrophique. Ce ne sera pas au niveau de ce que les Israéliens ont fait à Gaza, mais cela commencera d'une certaine manière à s'en approcher en termes de dégâts et de perturbations. Et bien sûr, vous savez, les sociétés sont organisées, et lorsque vous portez atteinte à une société, vous ne pouvez pas en mesurer toute l'ampleur, simplement en disant « Eh bien, nous avons détruit 20% des bâtiments ». Si 20% de ces bâtiments sont intégrés dans une structure où ils sont reliés à 75% des autres, en termes d'approvisionnement,
de relations, de services et d'autres aspects, vous paralysez une société de manière considérable. Et l'Iran va avoir, s'il ne l'a pas déjà, la capacité de faire cela à Israël. Et cela ne sera pas tolérable pour les Israéliens. Je veux dire, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire à ce sujet. J'imagine qu'ils pourraient riposter avec des armes nucléaires contre l'Iran, mais ce serait suicidaire, car l'Iran a la capacité de fabriquer et d'utiliser des armes nucléaires. C'est une chose que les Iraniens ne passent pas à l'action pour construire des armes nucléaires, comme ils disent ne pas le faire. Et comme le renseignement américain semble le confirmer, mais ils en ont la capacité. Et la seule façon d'être sûr qu'un pays utilisera des armes nucléaires contre vous, s'il en a la capacité, c'est de les utiliser contre lui. C'est donc un dilemme, un profond dilemme. C'est un profond dilemme pour l'Iran, mais c'en est un tout aussi profond pour Israël. Et l'Iran, bien sûr, est un pays plus grand. Les armes nucléaires sont extrêmement destructrices. Mais vous savez, il faut en utiliser un nombre significatif si l'on veut détruire des zones urbaines et des actifs militaires. Et le nombre d'actifs militaires et de villes en Iran est considérablement plus élevé que ce qui existe en Israël. Ce n'est donc pas une relation mathématique favorable du point de vue des Israéliens. Ils ont en effet ouvert la porte à une confrontation potentiellement très dangereuse et à une échelle d'escalade d'une forme ou d'une autre. Mais le plus grand problème immédiat est la menace non nucléaire que l'Iran possède désormais et qui, de manière prévisible, va croître. Je veux dire, ce n'est pas seulement qu'il la possède maintenant. À mesure que la taille des forces de missiles balistiques de l'Iran augmente, par taille, j'entends le nombre, à mesure que ces nombres croissent et que la précision s'améliore, et je vais vous montrer ce que signifie la précision dans un instant, cela aura une réelle importance. D'ailleurs, les Russes parlent actuellement d'aider les Iraniens à améliorer leur technologie de précision des missiles. Il semble que ce soit un accord sur lequel les Russes travaillent avec les Iraniens, et cela va être très significatif, comme je vais vous le montrer dans un instant. Bien sûr, la Chine pourrait aussi choisir de le faire, car elle dispose d'une technologie avancée de guidage et de contrôle des missiles, et l'Iran n'est qu'à un petit pas d'une amélioration significative de sa précision. Je veux dire, il dispose déjà de capacités techniques considérables, mais il pourrait bénéficier d'un véritable coup de pouce de la part de la Russie ou de la Chine. Et l'amélioration de la précision n'a pas besoin d'être énorme. Comme je vais l'expliquer, les éléments disponibles suggèrent que la précision des principaux missiles balistiques iraniens, tels qu'on a pu l'observer, disons pendant la guerre de 12 jours, est probablement d'environ 1000 mètres, soit d'à peu près 1 kilomètre. Lorsqu'on a une précision d'1 kilomètre, passer à 500 mètres n'est pas un pas gigantesque. Atteindre 100 mètres, c'est autre chose. Mais passer à 500 mètres ne représente pas un grand saut sur le plan technologique. Et l'Iran est en bonne position pour y parvenir, surtout avec l'aide des Russes. Ainsi, au fil du temps, à mesure que cette confrontation se poursuit, l'Iran va disposer de plus de missiles, car il est clair qu'ils comprennent que ces missiles sont propres à l'Iran, leur permettant de menacer et de tenir Israël à distance. Et à mesure que les systèmes de guidage et de contrôle, que la précision s'améliore, l'efficacité de ces missiles pour perturber, voire même paralyser, le fonctionnement de la société civile en Israël va augmenter de manière spectaculaire. Le temps, l'horloge, ne joue donc pas en faveur d'Israël. Et je pense que c'est cette erreur stratégique, parmi de nombreuses autres, qui place aujourd'hui Israël dans une très mauvaise situation. Une situation qui ne peut qu'empirer avec le temps
et de façon significative. Alors, pourquoi ne pas commencer par jeter un œil à la diapositive numéro 2? Why don't we just start with, let's just take a look at slide 2. I have a couple of simple slides. J'ai quelques diapositives simples. Le point que j'ai soulevé plus tôt est que l'attaque contre Téhéran a été une énorme erreur stratégique. Sur la diapositive 3, la raison en est qu'elle a franchi la ligne, passant d'attaques sur des cibles purement militaires à des attaques sur des villes. Si vous regardez la diapositive 4, tout ce que nous disons, c'est qu'Israël ne possède qu'un petit nombre de villes. Une combinaison d'un plus grand nombre de missiles balistiques et d'une précision améliorée donnera à l'Iran, avec le temps, un levier stratégique extraordinaire et croissant contre Israël. Ainsi, les deux facteurs qui renforceront cette capacité de pression sur la société israélienne. Le premier est évident. Le nombre de missiles va augmenter. Le deuxième facteur est moins évident. C'est l'amélioration de la précision de ces missiles. En gros, ce que montre la diapositive 6, qui est en réalité une diapositive conceptuelle, c'est que de petits problèmes liés à l'arrêt du moteur fusée avant que la fusée n'atteigne une certaine vitesse, ou de légères différences dans l'angle de vol au moment où le moteur s'arrête, doivent être réduits si l'on veut accroître la précision du missile. À l'extrémité de la trajectoire, il existe également des erreurs de visée dues à l'atmosphère. Le missile peut osciller légèrement, mais ce type d'erreur peut être considérablement réduit. Et les faits montrent que les Iraniens savent déjà comment faire cela. Ce qu'ils doivent vraiment faire pour améliorer significativement leur précision, c'est-à-dire passer d'environ 1000 mètres à 500, c'est mieux maîtriser l'arrêt du moteur fusée au bon moment et s'assurer que l'orientation du missile au moment de l'arrêt soit suffisamment précise. Et ils obtiendront cette aide, des Russes, sinon plus tard des Chinois. Si l'on examine la situation, ce que nous savons, en passant à la diapositive 7, c'est que nous disposons d'une estimation de la précision de ces missiles balistiques à partir de l'attaque contre la base aérienne de Levatom pendant la guerre d'octobre 2024. Il est évident qu'ils cherchaient à infliger des dégâts à la base. Cette répartition des ogives montre essentiellement quelles sont leurs capacités de précision. Je veux dire, l'une des ogives a effectivement touché un bâtiment et a probablement détruit un F-35 à l'intérieur. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Ce sont des événements probabilistes. La répartition que vous voyez ici correspond en réalité à la manière dont on estime la précision des missiles balistiques iraniens à cette époque. Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas s'améliorer. En fait, elle s'améliorera. Et cela a une signification différente selon les situations, par rapport à celles sur lesquelles les gens se concentrent habituellement. La possibilité que la précision des missiles balistiques iraniens devienne si élevée qu'ils puissent cibler sélectivement des avions, des abris et d'autres cibles de ce type est très faible, du moins dans un avenir proche. Les technologies en jeu sont extrêmement avancées et seront très difficiles à mettre en œuvre, même pour un pays développé. Et l'Iran est un pays développé. C'est simplement que ces technologies sont très difficiles à maîtriser. Pour les missiles balistiques, ce sera compliqué à réaliser. En réalité, les missiles de croisière iraniens, et je ne parle pas de leurs drones, je parle bien de leurs missiles de croisière, ont démontré une précision remarquable. La raison en est que, lors de l'attaque contre les champs pétrolifères saoudiens, nous avons vu des preuves que les missiles de croisière iraniens peuvent se verrouiller sur un objet d'une certaine forme et se diriger vers le centre de cet objet. Je pourrais le montrer dans une autre discussion. Je peux vous en présenter les preuves. Ainsi, les missiles de croisière sont extrêmement précis,
mais les missiles balistiques en sont encore loin. Si nous voulons comprendre quel type de dégâts les missiles balistiques pourraient causer dans une zone urbaine, nous devons comprendre les effets d'une explosion. Regardons donc la diapositive 8. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la diapositive 8 montre essentiellement les distances auxquelles certaines valeurs de surpression d'ondes de choc d'une bombe polyvalente se produisent. C'est une courbe très générale et qualitative. Pour une ogive de 1000 kg, on obtient probablement environ 2 livres par pouce carré à une distance d'environ 100 mètres. Cela pourrait être 120 mètres ou 130, mais disons à peu près cela. À 50 mètres, on atteindra peut-être 5 livres par pouce carré. Et peut-être qu'à environ 15 mètres, on pourrait atteindre plus de 40 livres par pouce carré, ce qui suffit à abattre un mur en béton et en acier. Voyons donc la diapositive suivante, juste pour avoir une idée de l'ampleur des dégâts possibles. Allez à la diapositive 9. Voici une image de Gaza, et j'essaie simplement de vous donner une idée du type de dégâts causés par les bombes. Nous regardons à travers un trou dans le mur d'un bâtiment. Ce trou a probablement été provoqué par l'onde de choc d'une bombe d'environ 500 ou 1000 kg tombée à 50 ou 100 mètres de là. Bien sûr, l'explosion dépend de la solidité du mur, mais c'est le genre de dégâts auxquels on peut s'attendre à 50 ou 100 mètres. Si vous regardez à l'extrémité, vous pouvez voir à quoi ressemble un impact direct sur un bâtiment qui est une structure importante, en béton et acier renforcé. La structure un peu en avant est endommagée, non pas par un impact direct, mais par des ondes de choc secondaires. Il y a donc peut-être eu une bombe ou plusieurs bombes qui sont tombées à 30 ou 40 mètres de là. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a beaucoup de dégâts au-delà du point où une bombe frappe réellement. C'est donc le point que j'essaie de souligner. Et sur le côté gauche, on voit un bâtiment dont les murs extérieurs ont été en grande partie détruits, tandis que le toit et les planchers semblent encore intacts. Cela a probablement été causé par une explosion à 40 ou 50 mètres de là, et les murs se sont simplement effondrés et ont été soufflés vers l'intérieur. C'est beaucoup de dégâts pour des bombes qui n'ont pas réellement touché la cible. Si nous passons à la diapositive suivante, nous voyons l'intérieur d'un appartement en Israël. Cet appartement se trouvait probablement à 100 ou 150 mètres d'une explosion de missiles balistiques de 500 à 1000 kg, donc à une bonne distance, peut-être 50 ou 100 mètres. Il y a beaucoup de dégâts généraux. On peut voir que la fenêtre donnant sur l'extérieur a été soufflée et qu'il y a un désordre général à l'intérieur. Si l'explosion avait eu lieu à peut-être la moitié de cette distance, le mur extérieur aurait peut-être soufflé. Donc, si nous regardons la diapositive 11, voici un exemple des dégâts causés par une bombe qui est probablement tombée, je ne sais pas, à 50 ou 60 mètres des murs de ce bâtiment. Ils ont été complètement soufflés, et bien sûr l'intérieur a été gravement endommagé. On peut voir des traces indiquant qu'il y a eu des incendies dans le bâtiment, car des feux se déclenchent lorsque ce genre de choses se produit. Il n'y a personne pour combattre l'incendie, car les gens sont soit blessés, soit évacués, et d'énormes dégâts ont tendance à se produire. Très bien, nous avons donc une idée de l'ampleur des dégâts. Passons à la diapositive 12. Voici un schéma simulant l'impact d'un missile. Et si vous regardez dans le coin supérieur gauche, j'ai une petite légende indiquant ce que représentent les différents cercles. Le cercle extérieur correspond à environ 2 livres par pouce carré. The outer yellow circle shows you about 2 pounds per square inch. That's the apartment that is a general damage. C'est l'appartement qui présente des dégâts généraux à l'intérieur, mais sans que les murs aient été abattus.
La courbe des 5 PSI indique la zone où si une bombe tombait suffisamment près, elle aurait gravement endommagé les murs extérieurs de l'immeuble, sans forcément les faire s'effondrer, mais en causant au moins de sérieux dommages à la surface. Et la courbe des 40 PSI, en rouge, montre la zone où la structure serait pratiquement détruite, infligeant de lourds dégâts au bâtiment lui-même. Très bien, regardons cela. Voici une simulation de 100 missiles avec une précision de 1000 mètres. Je pars du principe qu'il s'agissait d'une ogive d'une tonne, mais 500, une demi-tonne, c'est acceptable. Tout cela reste théorique. On peut voir que si l'on tirait sur Tel Aviv, et nous savons que les Iraniens l'ont fait, un nombre important d'ogives serait tombé dans le centre-ville, ce que nous savons s'être produit. Nous savons également qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans le centre de Tel Aviv, même si les Israéliens ont tenté de le dissimuler. Mais si vous parlez à quelqu'un qui s'y trouvait, il vous dira qu'il y avait des dégâts de bombes partout, extrêmement destructeurs. Un vrai problème. Les Israéliens ont essayé d'en minimiser la portée, mais il y a eu assurément une forte réaction de la population israélienne. En fait, je suppose, sans en être certain, qu'une grande partie de cette discussion sur l'épuisement des intercepteurs de missiles et sur le fait que ces intercepteurs ne fonctionnent pas aussi bien qu'on le prétend n'est qu'un écran de fumée. Les intercepteurs de défense ne fonctionnaient déjà pas très bien au départ, et ces missiles sont essentiellement arrivés sans opposition, à première approximation. Il y a peut-être eu quelques interceptions, mais le taux était très faible, peut-être 5%. Je serais très surpris que ce soit autant 1 sur 10. Je serais très surpris que ce soit aussi élevé. Il y a donc une mythologie que les Israéliens ont essayé de promouvoir, mais qu'ils ne peuvent pas vraiment dissimuler à leur population, car les Iraniens ont montré à la leur ce qui pouvait se passer. Et vous savez, on raconte tout un ensemble de mensonges au peuple israélien et à d'autres organisations, que les défenses manquent simplement d'intercepteurs, ou qu'il n'y a que de légers problèmes avec leur taux d'interception, et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, elles n'ont jamais été efficaces. La plupart de ce que les Iraniens ont tiré est passé. Mais voyez-vous, si vous n'avez qu'une précision d'1 millier de mètres, beaucoup d'ogives vont simplement tomber dans la Méditerranée, par exemple. C'est ce qui arrive quand on a une arme qui n'est pas très précise. Maintenant, que se passe-t-il lorsque les mêmes 100 missiles ont une précision de 500 mètres au lieu de 1000 mètres? Cela apparaît sur la diapositive suivante ici. Eh bien, la situation semble bien pire, beaucoup pire. On peut voir que le centre-ville de Tel Aviv subit au moins 2 fois plus d'impact, ce qui n'est pas bon signe si l'on est israélien. Bien sûr, il ne s'agit que d'une simulation avec 100 missiles. Mais l'Iran n'est pas obligé de s'arrêter là. Avec le temps, l'Iran améliorera non seulement sa précision, mais augmentera aussi le nombre de missiles qu'il peut lancer. Voyons donc, dans les prochaines diapositives, à quoi pourrait ressembler une attaque de 500 missiles avec une précision de 500 mètres. Passons à la diapositive 15. Très bien, cela vous montre ce que représente 500. Voyez le cercle intérieur? Vous voyez ces 2 cercles à peu près orangés. L'un représente la précision. Enfin, en réalité, l'un correspond à la distance de 1000 mètres. Ce n'est pas la précision, c'est simplement 1000 mètres. Et le cercle extérieur correspond à 2000 mètres. Vous pouvez donc voir qu'un très grand pourcentage des ogives tombent dans la zone urbaine densément construite de Tel Aviv. Nous pouvons nous rapprocher un peu à la diapositive suivante. Passons à la diapositive 16. Très bien. La 16, c'est simplement un gros plan. La raison pour laquelle j'ai mis un gros plan ici, c'est pour que vous puissiez voir les bâtiments.
Observons la densité des impacts ici et essayons de comprendre ce que cela signifie. Si nous regardons les cercles rouges, ce sont les zones à l'intérieur desquelles l'intensité de l'explosion de l'ogive entrante serait suffisante pour soit faire s'effondrer le bâtiment, soit en détruire une grande partie. Donc, cela va être grave. Les lignes bleues indiquent les zones où d'importants dégâts généraux se produiront, y compris dans les appartements adjacents. Les cloisons intérieures des appartements sont détruites. Des incendies se déclarent dans de nombreux bâtiments. Des personnes sont blessées par des débris volants en tentant de s'échapper, et des feux se propagent un peu partout. La ligne jaune montre des dégâts étendus, vitres brisées et autres, dans les rues et les bâtiments. Ainsi, toute cette zone est touchée à la fois par des dommages généraux et graves dans cette petite section. Et bien sûr, il ne s'agit que d'une petite zone que j'ai choisie arbitrairement. Si je passe à la diapositive 17, je peux vous montrer à quoi ressemble toute la ville. Dans ce cas, la précision du missile est indiquée à 500 mètres. Vous pouvez voir que la densité est telle qu'elle masque même les villes. Chacun des points rouges, souvenez-vous, provoque de graves dégâts aux bâtiments. Des constructions en béton et en acier, grandes, solidement bâties, et ensuite d'importants dommages généraux aux bâtiments environnants, y compris à leurs intérieurs. Tel Aviv n'est plus une ville fonctionnelle après une telle attaque. Haïfa n'est plus une ville fonctionnelle. Beersheba n'est plus une ville fonctionnelle. Ces villes peuvent être complètement paralysées par quelques milliers de missiles balistiques avec une précision de 500 mètres que l'Iran possédera, disons, d'ici 5 ans, car Israël ne peut pas les empêcher de construire des missiles balistiques. Ils auront. Eh bien, je pense que l'indignation de la Russie et de la Chine ne va pas, vous savez, arrêter quoi que ce soit. Il y aura beaucoup de matériaux mis à la disposition de l'Iran pour continuer à fabriquer ces missiles balistiques. La technologie permettant d'améliorer leur précision est déjà bien maîtrisée. Et tout ce dont les Iraniens ont besoin, puisqu'ils sont déjà un pays sophistiqué doté de capacités d'ingénierie avancées, c'est d'un peu d'aide de la part de la Russie ou de la Chine, ou des deux, pour affiner ces missiles jusqu'à une précision de 500 mètres. Nous parlons donc d'un très grand problème stratégique que les Israéliens se sont attirés eux-mêmes par ce comportement agressif. Alors laissez-moi simplement passer à la diapositive 21, car j'ai évoqué le fait de mentir au peuple israélien. Voici la diapositive. This is a slide. This is from 1991. Ceci date de 1991. Je pense que cela a peut-être été pris en Arabie Saoudite, où les Patriots ont été utilisés pour défendre le pays. Photographie spectaculaire. La plupart des gens l'ont mal comprise. En réalité, la société Raytheon en a largement profité. Je veux dire, regardons simplement ce qu'elle dit. Lorsqu'un système accomplit tout ce pour quoi il a été conçu au combat, et plus encore, c'est la preuve de sa performance. Cela vient de Aviation Week and Space Technology, et cela occupait 2 pages, 2 pleines pages. Un mensonge total de Raytheon, l'entreprise qui construit encore les Patriots et prétend qu'ils fonctionnent, alors que ce n'est pas le cas. Cette photo en pose longue. Arrêtons-nous un instant pour comprendre comment fonctionne une photo en pose longue. L'appareil est focalisé sur la ligne d'horizon et le diaphragme reste ouvert. Elle ne s'ouvre et ne se ferme pas comme une photographie ordinaire. Elle reste simplement ouverte. Lorsqu'un intercepteur Patriot est lancé, son moteur fusée s'allume et ce moteur en combustion ressemble à un point lumineux. Ce point lumineux trace une ligne sur la pellicule, car il s'agit d'une exposition longue. On peut voir la ligne disparaître dans les 2 cas lorsque le Patriot s'éteint. Il termine alors son vol propulsé. Ensuite, il vole comme une balle
et manœuvre en changeant son orientation dans l'atmosphère. Maintenant, vous voyez ces 2 points dans le ciel. Ces 2 points sont les explosions des ogives patriotes. Elles n'ont rien à voir avec l'interception d'un Scud. Nous, encore une fois, je pourrais en faire une présentation à part, car nous avons trouvé cet engagement sur une caméra vidéo et l'avons analysé image par image. Et si, en réalité, ils avaient touché le Scud, c'était un seul Scud qui arrivait. Ils l'ont manqué avec les 2 explosions. Le Scud était probablement assez lumineux pour qu'il apparaisse comme une sorte de trace. En d'autres termes, le Scud était suffisamment lumineux pour que vous auriez dû le voir comme une trace sur cette photo noire. Quelqu'un a pris cette trace et l'a effacée. C'était donc consciemment une photo falsifiée. Bon, voilà ce que les Israéliens racontent à leur propre population. C'est aussi ce que les entrepreneurs américains disent aux Saoudiens, aux Polonais, aux Ukrainiens et à tous ceux qui sont assez naïfs pour dépenser de l'argent dans leur système de défense antimissiles. Contre les avions, c'est un système très efficace. Je veux être clair là-dessus. Il ne faut pas voler face à des Patriots si vous êtes dans un avion. Mais, en tant que défense antimissile balistique, c'est inutile. Et nous le savons aussi grâce à l'exemple de l'Ukraine. Ce que nous avons ici, c'est un exemple de couches et de couches de fraude imposées aux populations de différents pays, ainsi qu'aux contribuables américains. Car c'est le contribuable américain qui a payé la plupart de ces systèmes patriotes pour tous ces autres pays, y compris Israël et l'Ukraine. Et ce que nous avons là n'est rien d'autre qu'une fraude envers le contribuable américain, le public israélien et la population ukrainienne. L'Ukraine, bien sûr, est une situation horrible parce que nous, les Américains, avons placé les Ukrainiens dans une position où leur pays a été détruit et continuera de l'être s'ils ne négocient pas. Et pourtant, on peut encore trouver des articles dans le New York Times, ce journal censé être la référence l'autre jour. Je ne devrais pas en rire car c'est très grave. Il y avait un article sur la chute de Pokrovsk dans le Donbass. Pokrovsk est tombé il y a 2 ou 3 mois et le New York Times ne le rapporte que maintenant. C'est un scandale. Vous avez ces soldats ukrainiens d'un courage incroyable qui se battent pour leur pays, pour ce qu'ils croient être la survie de leur nation. Et ils meurent à un rythme effroyable, et pour rien. Tout cela pourrait être arrêté simplement en poursuivant une négociation réaliste. Mais l'administration politique en Ukraine, dont, personnellement, la meilleure analogie que je trouve est celle d'Hitler, laissant tous ces Allemands mourir alors que les Russes encerclaient Berlin. Alors que la meilleure chose à faire aurait été de se rendre. La guerre était terminée. Pourquoi faire mourir toutes ces personnes? Bien sûr, ils exécutaient leurs propres citoyens dans les rues pour ne pas avoir combattu. C'est ce genre de fascisme, et c'est bien du fascisme, qui contribue à la destruction totale de l'Ukraine. Et je parle d'une destruction totale, car tous ces soldats mourants vont provoquer. La démographie de l'Ukraine a été modifiée pour les 20 prochaines années. Il va y avoir une chute incroyable du taux de natalité. C'est déjà le cas. Et l'Ukraine pourrait même potentiellement disparaître en tant que culture. Je ne pense pas que cela arrivera. Mais tous ces extrémistes, ces gens qui sont des bandéristes, ces suprémacistes blancs qui pensent sauver l'ethnicité ukrainienne, sont en réalité en train de la détruire. Nous avons donc toute cette complexité qui se déroule sous nos yeux. Et le cynisme du leadership politique de l'OTAN et des États-Unis également conduit à une situation extraordinaire. Je veux dire, je n'en reviens pas quand je pense à la perte de vie humaine en Ukraine. Pour rien. Et il faut simplement négocier.
Arrêtez d'essayer de vous ériger en ennemi existentiel des Russes. Contentez-vous de vivre à côté d'eux et mettez fin à ce massacre insensé, car les Russes vont de toute façon y mettre un terme. Et ils peuvent le faire en trouvant simplement un accord ou bien en détruisant complètement l'Ukraine en tant qu'État viable, ce qui, malheureusement, est selon moi ce qui va se produire. Bref, désolé de passer d'un sujet à l'autre comme je l'ai fait, mais c'est vraiment, vous savez, du point de vue d'un technologue comme moi, qui est aussi, bien sûr, profondément préoccupé par la violence dans le monde et ses conséquences négatives. Je veux dire, je regarde tout cela avec désespoir, même si, tu sais, cette discussion est en un sens très simple. J'ai illustré les schémas. Cela m'a pris beaucoup de temps pour les assembler. Je ne les ai pas simplement pris quelque part. Cela m'a pris un moment, parce que je voulais les rendre compréhensibles, pour que tu puisses les regarder et les visualiser. Me t'entendre dire 500 mètres CP, tu vois? Et alors? Mais quand tu le vois représenté sur une carte, tu commences à comprendre quelles en sont les conséquences, parce que nous sommes fondamentalement des êtres visuels. Toute notre capacité d'apprentissage repose sur nos facultés visuelles, et les abstractions viennent ensuite. Voilà donc, en gros, ce que j'ai à partager sur cette question, sur ces questions. Ted, d'après ce que tu as vu jusqu'à présent de l'administration Trump, as-tu l'impression qu'il existe une sorte de problème de confiance entre l'administration Netanyahou et l'administration Trump? Parce qu'à chaque fois que Netanyahou est venu aux États-Unis pour parler directement avec Donald Trump, quand on regarde les médias israéliens, ils disent essentiellement que Netanyahou ne fait pas confiance à Steve Witkoff et à Jared Kushner. C'est pour cela qu'il est venu aux États-Unis pour parler directement avec Trump. De quoi s'agit-il exactement? Et l'autre chose qui m'intrigue vraiment, j'aimerais connaître ton point de vue là-dessus. Les médias israéliens disent que si les États-Unis n'attaquent pas l'Iran, alors Israël devra le faire, même si cela serait suicidaire. De quoi s'agit-il? Eh bien, je crois que j'en ai déjà parlé. J'ai grandi dans une communauté juive immigrée aux États-Unis. Mes parents n'étaient pas des immigrés, mais ils étaient les enfants d'immigrés. La plupart des gens, bien que pas tous, étaient des Juifs d'Europe de l'Est. Beaucoup d'entre eux avaient des numéros tatoués sur le bras. Ils avaient donc été dans des camps de concentration. Il y avait beaucoup de Juifs orthodoxes dans cette communauté. Je ne m'y suis jamais senti à l'aise. Ma femme est catholique. Je veux dire, je n'évitais pas les Juifs. Mais, vous savez, je ne vois tout simplement pas la menace. Tout le monde qui n'est pas juif n'est pas une menace. Mais c'est ainsi que ces gens voient le monde. Ils le perçoivent de cette manière. Et dans une certaine mesure, c'est compréhensible, compte tenu de leurs expériences personnelles. Je veux dire, il faut bien que n'importe qui regarde ces expériences horribles, on n'a pas besoin d'être juif pour comprendre ce qu'a été l'Holocauste. Je veux dire, toutes sortes de gens ont terriblement souffert aux mains de ces fous suprémacistes blancs qu'on appelle les nazis. Mais ces gens-là, en particulier les orthodoxes, eh bien, vous savez, j'étais parmi eux parce que ma mère voulait que j'aie une éducation juive. Je m'y suis opposé, mais j'avais une mère aimante et elle n'était pas autoritaire. Malgré tout, j'allais essayer d'aider. Je ne voulais pas lui désobéir. Donc, j'ai été assez souvent en contact avec ces gens. Et ils sont fondamentalement racistes. Ils n'ont aucun respect pour quiconque en dehors d'eux-mêmes. En fait, ils n'ont aucun respect pour ceux qui ne partagent pas leur vision du monde. Donc, si vous êtes parmi eux et que vous n'êtes pas d'accord avec leur vision du monde, vous serez excommunié vous aussi. Tu seras rejeté dans cette société. Un sous-groupe plus extrême de ces personnes a pris le contrôle de la direction politique d'Israël.
Je veux dire, ces gens qualifient les Palestiniens de sous-humains. Comment peut-on faire cela? À moins qu'il n'y ait quelque chose qui ne va pas chez soi, à moins d'avoir une perception extraordinairement déformée de sa propre humanité par rapport à celle des autres. Je ne comprends pas la politique israélienne. Je veux être absolument clair avec toi là-dessus. J'y suis allé à plusieurs reprises. Je ne pense pas que j'y retournerai un jour. Mais j'ai été en Israël et j'y ai beaucoup d'amis. J'ai encore des amis là-bas qui souffrent énormément parce qu'ils vivent dans une société qui commet des meurtres de masse et ils ne sont pas d'accord avec cela, mais ils ne peuvent rien y faire. Donc, ce n'est pas tout le monde, mais la société s'est clairement dégradée en une société fasciste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il suffit qu'un pourcentage significatif de la population approuve le meurtre pour que la société devienne fondamentalement fasciste. Vous savez, tout le monde dans l'Allemagne nazie n'était pas antisémite, mais il y avait suffisamment de gens qui l'étaient, et suffisamment de gens qui avaient peur, car cela pouvait vous coûter la vie, à vous et à toute votre famille. Alors on se taisait. Et si vous faisiez partie de ceux qui étaient à la limite, pas forcément quelqu'un avec des convictions fortes, il est facile d'adopter une croyance parce que c'est plus commode. Et donc cette société brutale, qui était d'une brutalité extraordinaire, a réussi à écraser réellement tout groupe de personnes. Qu'il s'agisse, vous savez, simplement de catholiques mécontents de ce qu'ils voyaient, de Roms, de personnes handicapées ou de personnes homosexuelles. Tout cela faisait partie d'un cadre culturel qui n'avait pas été instauré par tout le monde, mais par suffisamment de gens pour que ceux qui auraient pu s'y opposer soient effrayés ou incapables de faire la différence. Et c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui en Israël. Je ne vois donc pas cela comme très différent de l'Allemagne fasciste. Non, vraiment pas. Quand je vois des soldats, j'ai beaucoup d'amis qui sont soldats israéliens. Chaque Israélien que vous connaissez a été soldat, parce que c'est un pays qui doit compter sur des gens de tous âges. Je ne connais aucun d'entre eux qui tirerait sur un enfant en tant que sniper. Aucun. Si c'était le cas, je ne leur adresserais plus jamais la parole. Mais ces gens-là ne participeraient jamais à ce genre de choses. Donc quelqu'un le fait, et un officier commandant le permet. Et les personnes sous ses ordres le font aussi. C'est culturel. C'est plus qu'un simple manque de discipline. C'est terrifiant pour moi de voir cela se produire dans un pays que je pensais autrefois valoir la peine d'être aidé. Et, vous savez, comme je le dis, j'ai encore beaucoup d'amis. Je ne suis pas contre ces gens, mais c'est juste peut-être que je suis trop impliqué. Comme le dit ma femme, je suis simplement trop impliqué. J'ai grandi avec ça, et je ne peux tout simplement pas le supporter. Ça me rend vraiment malade, littéralement. Voilà donc la situation telle que je la vois en Israël. C'est une déclaration personnelle. Ce n'est pas une analyse sophistiquée de qui est qui et de quoi il s'agit. Mais je pense que cela décrit l'environnement culturel général qui s'est abattu sur cette société, qui conserve pourtant de nombreuses qualités, un haut niveau de réussite intellectuelle, une sagesse immense chez ceux qui réfléchissent. Vous savez, les traditions judaïques sont vraiment extraordinaires à bien des égards, tout comme l'islam l'est aussi. Quand on parle à un érudit musulman, les perspectives qu'on peut en tirer sont remarquables. Et vous savez, tout cela a été dénaturé au-delà de toute mesure. C'est tout simplement écœurant pour moi. Enfin, voilà. Ted, avant de conclure, je veux évoquer ce que Sikorski, tu sais, le Polonais, tu le connais, a dit après le congé sabbatique. Merci l'Amérique. Voici ce que Sikorski a déclaré à la conférence de Munich sur la sécurité à propos de la confrontation entre l'OTAN et la Russie. Bien joué. Nous avons rejoint l'OTAN pour la défense commune.
Donc en un sens, la réponse est simple. S'ils franchissent la frontière et commencent à tuer des citoyens de l'OTAN, des citoyens polonais, nous nous attendrions à ce que le Conseil de l'Atlantique Nord se réunisse et active le plan de contingence. Et après cela, le plan est très simple. Nous gagnons, ils perdent. We win, they lose. Eh bien, je suppose qu'il a raison à un certain niveau. Mais je pense qu'en réalité, c'est vous qui perdez, eux qui gagnent. Mais ils ne vont pas le faire, parce que les Russes n'y ont aucun intérêt. Ce que font les Russes, enfin, j'ai assisté à un séminaire à Stanford. L'université Stanford s'est effondrée en tant qu'institution indépendante. En fait, j'aimerais faire une émission sur le Centre pour la sécurité internationale de l'université Stanford, parce que c'est fascinant de voir comment cette institution universitaire s'est totalement effondrée. Mais vous savez, on reste là à écouter ces gens parler de la Russie qui perd la guerre. Aucun d'eux ne fait quoi que ce soit. Je veux dire, ils ne lisent rien. Ces gens sont censés être des universitaires. Et si vous regardez la situation, ils ne parlent pas seulement de la Russie qui perd la guerre, mais ils ont ce type là-bas. Il va en fait diriger l'Institut Freeman Spalding. Il s'appelle Colin Kull. Et il parle là-bas, et il dit que la meilleure armée d'Europe aujourd'hui est l'armée ukrainienne, qui a été détruite. Certes, les soldats de l'armée ukrainienne sont extraordinairement courageux. Ils ne sont plus aussi bien entraînés, car tous les mieux formés sont morts. La plupart des mieux formés sont morts, et ils meurent à un rythme effrayant. La situation concernant la capacité de l'Ukraine à se battre est qu'elle est en infériorité numérique et matérielle, dans une proportion allant de 5 contre 1 à 10 contre 1, en termes d'artillerie, de véhicules blindés, et ainsi de suite. Aujourd'hui, personne ne regardant les statistiques de cette guerre ne nierait. Même le New York Times, ce journal de désinformation, a publié des articles sur le fait que le nombre d'obus d'artillerie disponibles pour les Ukrainiens est 5 ou 10 fois inférieur. Le nombre de pièces d'artillerie est également plus faible. Maintenant, si vous vous asseyez et dites qu'il y a deux armées modernes qui s'affrontent et que l'une d'elles dispose d'une puissance d'artillerie 10 fois supérieure à celle de l'autre, comment se fait-il que celle qui a 10 fois plus de puissance d'artillerie subisse 10 fois plus de pertes que l'autre? Comment est-ce possible? Lorsqu'on examine ce type de guerre, un historien militaire vous dirait que 70, voire 80% des pertes sont infligées par l'artillerie à longue portée. Parce que ce à quoi sert l'artillerie à longue portée dans une telle situation, c'est que vous avez un site défendu. Vous ne voulez pas envoyer vos propres troupes contre un site défendu sans l'avoir d'abord affaibli, pour ainsi dire. Donc vous le couvrez de tirs d'artillerie et vous le bombardez aussi avec des avions, ce dont, bien sûr, les Russes ont le contrôle total dans les airs. Ils disposent de bombes de 3000-7000 livres, vous savez, des FA-1500, des bombes de 1000 livres, qui peuvent être larguées avec une précision de quelques dizaines de mètres. Quelques dizaines de mètres, c'est pratiquement zéro avec des bombes aussi destructrices. Et vous me dites que, dans cette guerre, ces types ont 10 fois plus de pertes que l'autre camp? Cet homme ne sait absolument pas de quoi il parle. Zéro. C'est un idiot complet, ou un parfait imbécile, ou un menteur total. Parce que s'il ment à son propre peuple, et je pense que les Polonais sont bien plus intelligents que ça. En fait, je serai en Pologne, à Varsovie, pour donner une conférence plus tard cette année. Le peuple polonais sait ce qui se passe, et son gouvernement ne lui rend pas un bon service en ce moment. M. Sikorski ne lui rend certainement pas un bon service non plus. L'OTAN représente un danger pour la paix en Europe. Et quand je dis l'Europe, je parle à la fois de l'Europe occidentale
et de l'Europe orientale. Sa direction invente des menaces qui n'existent pas. Il parle de militarisation, d'augmentation de leur budget militaire. L'Allemagne est en plein effondrement de désindustrialisation. Elle n'a plus accès à l'énergie bon marché dont elle a besoin pour faire fonctionner son industrie lourde, et elle se désindustrialise à un rythme effarant. Le Royaume-Uni est presque, vous savez, prêt à déclarer faillite. Les choses vont très mal là-bas. Et ils veulent prendre 5% ou 10% de leur revenu national pour construire des armes. Cela va signifier une réduction de 10% ou 15% de leurs programmes sociaux, puisque ces programmes représentent la moitié de leur budget actuel. Si vous retirez 10% du budget total, cela fera, vous savez, 20% de moins pour les programmes sociaux. De quoi parlent ces gens? Pensent-ils que leurs populations vont rester les bras croisés et laisser faire? Elles ne devraient pas. Tout ça pour que ces types puissent fabriquer des armes qui enrichissent les grands industriels, appauvrissent le pays, dégradent la santé de la population, réduisent les possibilités d'éducation et empêchent le pays de développer ses talents. Tout cela parce qu'ils ont inventé cette pure fiction selon laquelle les Russes arrivent, les Russes arrivent. C'est ridicule. Les Russes veulent une frontière sûre, ce qui n'est pas différent de ce que la Pologne devrait vouloir et a le droit d'attendre. Les Polonais ont le droit d'attendre une frontière sécurisée. Je soutiendrai cela. Mais cette idée selon laquelle les Russes arrivent alors qu'il n'y a absolument aucune preuve est ridicule. Vous rendez un mauvais service à votre peuple. La Pologne est un pays vraiment pauvre. J'ai mangé dans un grand restaurant de Varsovie. C'était un repas extraordinaire, et cela ne m'a presque rien coûté. Mon ami qui m'y a emmené, j'ai insisté pour payer, car cela aurait représenté une grande partie de son revenu pour couvrir ce repas. Et pour moi, ce n'était rien. C'est parce que le pays est si pauvre. Pourquoi feriez-vous cela à votre propre pays? C'est incroyable pour moi. Je pense donc que M. Sikorski doit être réévalué, et la population devrait cesser d'accepter ces absurdités. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je suis tout aussi politiquement sophistiqué que mes collègues de Stanford. Penses-tu que ces politiciens soient vraiment aussi sophistiqués? Non, je ne pense pas qu'ils le soient. En fait, j'ai envisagé l'idée d'en faire un... Je n'aime pas vraiment faire des podcasts où je suis mis en avant parce que je ne veux pas tomber dans ce truc d'ego. Mais il se trouve que j'ai beaucoup d'expériences personnelles qui intéressent les gens et je pense qu'elles ont une dimension pédagogique. J'ai aussi pas mal d'expérience dans le soutien lorsque j'étais au gouvernement de décideurs politiques et militaires de très haut niveau au sein du gouvernement américain. Et j'ai beaucoup d'histoires que les gens trouveraient intéressantes, des histoires vraiment captivantes. Le chef des opérations navales, auprès duquel j'étais conseiller, ne savait pas que le laser à rayon X, la superarme à l'origine de l'initiative de défense stratégique, nécessitait la détonation d'une arme nucléaire dans l'espace. Je le lui ai dit. C'était comme un sketch des Monty Python. Quand j'ai décrit ce qui s'était passé, il a dit « Quoi, Dr. Postol, qu'avez-vous dit ?» Littéralement, c'était comme un sketch des Monty Python. Il a dit « Monsieur, vous savez, c'est un petit bonhomme. » Alors j'ai dit « Monsieur, non, il faut faire exploser une arme nucléaire pour obtenir les faisceaux. » Il a dit « Vraiment ?» J'ai répondu « Oui, monsieur, une arme nucléaire. » Il a dit « Vous en êtes sûr ?» C'était exactement comme ça. Il était stupéfait. Il était déjà allé voir le président avec cette idée de laser à rayon X, parce qu'il avait été mal informé par un idiot qui fut plus tard promu amiral, un capitaine de la marine nommé Lanton Brooks, qui faisait partie de l'équipe de négociation du nouveau traité START.
D'accord? Eh bien, je trouve que c'est une histoire intéressante, parce que voilà ce type, le chef, cet homme a plus de force sous son commandement que n'importe quel autre pays au monde. La marine est plus grande. Nous avons une force aérienne et un corps des marines plus important. Et il ne connaissait pas le fait le plus élémentaire sur ce que le pays avait décidé de faire. Il était allé voir le président Reagan et avait plaidé pour cela parce qu'il avait été mal informé et manquait de discernement. Je veux dire, je le tenais régulièrement informé. Il aurait pu m'envoyer un mot et je me serais précipité à 4 pattes pour monter à son bureau, ce que je faisais d'ailleurs la plupart du temps. J'ai encore des diapositives de certains des exposés que je montre parfois aux gens, tu sais, que j'ai nettoyés, parce qu'aucune d'entre elles n'est encore classifiée de toute façon. Mais si tu penses que ces types haut placés savent tout ce qu'ils font, certains, oui. Certains sont vraiment impressionnants. Et Ray McGovern, mon vieil ami, à qui je mène la vie dure personnellement, j'aime plaisanter avec lui. Après tout, il est irlandais. Mais tu sais, Ray, il est tellement méticuleux. Et je suis sûr qu'il a travaillé au gouvernement. Mais ces autres personnes, on ne peut rien leur dire. La dernière personne à leur avoir parlé, c'est ça, leur sagesse. Et on le voit maintenant à Stanford, parce que tous ces personnages ont travaillé au gouvernement. L'un d'eux parle maintenant du F-35 qui va à l'OTAN. Certains pays de l'OTAN achètent enfin des F-35. Elle ne savait pas que les F-35 achetés par l'US Air Force au cours de l'année dernière n'ont pas de radar, parce que les Chinois ont coupé l'approvisionnement en gallium. Et l'arsénure de gallium est un matériau essentiel pour ces radars, car ce sont des radars à réseau phasé qui utilisent des modules émetteurs-récepteurs en arsénure de gallium. Ils ont donc dû ajouter des poids pour que les pilotes puissent au moins s'entraîner sur les F-35 sans radar. Mais ce ne sont pas des avions de combat. Elle est vraiment ravie que l'OTAN envisage d'en acheter tout un lot maintenant. D'où viennent-ils? C'est incroyable. Je veux dire, regardez cette personne. Elle est censée être une chercheuse éminente. Elle a été l'adjointe de Jens Stoltenberg, cette femme. Très bien. Je n'ai pas besoin de vous parler de Jens Stoltenberg, mais passons au tout nouveau, brillant dirigeant de l'OTAN, Mark Rutte. C'est un autre Sikorsky. Il tient le même genre de discours. Et d'ailleurs, quand votre facteur vient chez vous, vous devriez savoir qu'il pourrait négocier la vente de votre maison sans que vous le sachiez. Parce que c'est exactement ce que Mark Rutte a fait avec le Groenland. Il a négocié le Groenland avec les États-Unis, avec Trump, alors qu'il n'avait rien à voir avec la décision du Danemark. C'est un type qui supervise les obligations du Danemark envers l'OTAN. Bien sûr, c'est une bande de clones. Ces types sont une blague. Et Stanford a un groupe particulièrement spectaculaire de blagues. Vous savez, et ils ont le statut de professeur. Cette université qui prétend avoir des standards n'en a aucun. Oh, au fait, je devrais préciser que je suis sur le point de déposer une plainte, car on m'a accusé d'avoir perturbé le séminaire de Stanford. En partant, un groupe de brutes m'a abordé pour me dire que je ne pourrais plus jamais assister à un séminaire de Stanford après le dernier. J'ai la transcription et l'enregistrement audio du séminaire, car j'enregistre toujours ces choses-là quand j'y vais. Il n'y a absolument aucune preuve de perturbation. J'envoie tout cela au provost de Stanford. Ce sera intéressant de voir s'il se passe quelque chose, mais ma prédiction, c'est qu'ils vont esquiver. Ils n'ont aucune norme concernant les perturbations, aucun cadre de supervision, ni pour leurs standards académiques, ni pour leur comportement. Voilà ce qui se passe là-bas. C'est incroyable. Ce sont les normes académiques dans les universités américaines. Enfin, pas à Stanford.
n'est pas le cas de toutes les Unimarines. Merci beaucoup, Ted. Comme toujours, c'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous, de discuter avec toi et d'apprendre de toi. Okay, well, thanks for. D'accord. Eh bien, merci de m'avoir invité. Prenez soin de vous.